Salut, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Laver Cup, ce qu'on a aimé, ce qu'on a un petit peu moins aimé. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, déjà, un petit rappel très rapidement comme ça. Qu'est-ce que c'est la Laver Cup? La Laver Cup, c'est une compétition qui a été créée par Roger Federer déjà en 2017. Donc ça commence à dater, hein. Ça se déroule sur un week-end de 2 à 3 jours, fin septembre. Donc on verra plus tard que ça pose un problème dans le calendrier. Roger, il s'est inspiré de la Ryder Cup qui se déroule au golf, où on veut que 6 athlètes européens affrontent 6 athlètes du reste du monde, comme on l'a dit, sur 3 jours, avec un système de points. Chaque victoire, le premier jour, donc le vendredi, rapporte 1 point à son équipe. Le samedi, chaque victoire remporte 2 points à son équipe. Et le dimanche, dernier jour, chaque victoire remporte 3 points à son équipe. C'est évidemment pour faire durer le suspense. Alors il y a des éditions où il n'y a pas du tout eu de suspense, comme l'année dernière avec un 13-2. Et puis cette année, on a eu du suspense car ça s'est joué au match décisif avec Carlos Alcaraz qui a offert la victoire à l'Europe en Laver Cup. On va juste refaire un petit retour en arrière parce que souvent on se demande mais comment sont choisis les joueurs. Apparemment, chaque équipe est composée de 6 joueurs, dont 2 choisis par le capitaine. Les 4 autres joueurs se qualifient par leur classement ATP. Voilà, c'est apparemment les raisons. Les joueurs, très rapidement, qui ont fait le plus de matchs à la Laver Cup, on a Roger, forcément, qui a fait 12 matchs. On a John Isner, qui a fait 12 matchs. On a surtout Jack Sock, qui a fait simple et double à foison. Donc voilà, ça c'était une petite présentation très rapide. On va revenir sur la forme aujourd'hui. On va parler de la forme et du fond évidemment. Et Carlos Alcaraz qui offre la victoire à l'Europe en Laver Cup. C'est simple, Carlos Alcaraz n'a pas perdu un match du week-end. 2 victoires en double, 2 victoires en simple. Il a rapporté 8 points à son équipe. C'est le plus gros total de l'histoire de la Laver Cup. Et on va commencer par des images qu'on aime. On va commencer évidemment par le positif et puis on va ensuite dériver par ce qu'on aime un petit peu moins. Il y a des bonnes choses dans cette compétition évidemment. Il y a des choses qu'on aime un petit peu moins ou sur lesquelles on pose plutôt une interrogation générale. On va en parler, mais la première chose évidemment, c'est de voir des joueurs se coacher entre eux. On a eu des images avec Rafael Nadal qui coach Roger Federer. Ce week-end, on a eu Grigor Dimitrov et Carlos Alcaraz qui ont coaché Casper Ruud. Enfin, c'est quand même une ambiance qu'on n'aurait jamais pensé pu avoir au tennis. De voir même dans la même compétition, on a eu une année Federer, Nadal, Murray et Djokovic. Donc voilà, c'est vraiment des images qui sont complètement folles. On a Borg sur le banc qui coach pendant tout le week-end avec McEnroe de l'autre côté. Donc c'est très sympa de voir des joueurs coacher d'autres joueurs et surtout parce qu'on a les anciens joueurs qui eux ne sont plus dans le circuit, mais on a surtout des joueurs qui se connaissent par cœur et qui se coachent le temps d'un week-end. Donc après, on peut penser que c'est un peu théâtralisé, on peut penser que c'est un peu de l'acting. En tout cas, sur le week-end, ça rend plutôt pas mal, ça donne forcément des très belles images et ça pour moi c'est peut-être le plus important dans le positif. On peut continuer avec des images improbables. Qui aurait pensé voir un jour Novak Djokovic avec Roger Federer jouer un double ensemble? Franchement, c'est des images qui sont complètement folles. On a, comme on vient de le dire, les images de joueurs qui se coachent. On a aussi les images de joueurs qui jouent ensemble. On a des paires improbables. Ce week-end, Casper Ruud a joué avec Carlos Alcaraz en double. Enfin bref, on a voilà, ce mélange de joueurs, ce mélange de genres aussi qui est hyper intéressant et qui pour moi est vraiment l'énorme plus-value de cette compétition. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment le fait de les voir partager des moments ensemble alors que toute l'année ils sont évidemment opposés, ils s'opposent, ils ont chacun un but commun, c'est de remporter leur match. Et ben le temps d'un week-end, c'est un petit peu comme nous, on a nos matchs par équipe, et ben on joue ensemble alors que le tennis c'est un sport individuel. Il devient le temps d'un week-end un sport collectif où on partage des moments, où on partage des émotions et ça c'est extrêmement important aussi pour le développement de ce sport, d'avoir ce genre d'image où les joueurs en fait font la fête ensemble et ça c'est beau. Maintenant on va un petit peu parler aussi de
ce qui me dérange forcément, mais surtout où je me pose des questions, c'est qu'en fait, vous voyez là, on est dans le head-to-head, donc dans les affrontements entre Daniil Medvedev et Tiafoe qui se sont affrontés cette semaine à la Laver Cup. J'aurais pu prendre plein d'autres matchs, mais j'ai pris celui-là parce que avant cette rencontre, Daniil Medvedev menait 5-0 face à Tiafoe. Et si on descend, on voit que l'affrontement à la Laver Cup est maintenant comptabilisé dans leurs affrontements, et donc Medvedev ne mène plus 5-0 mais mène 5-1. Alors ça pose question puisque officiellement la Laver Cup n'est pas un tournoi. Donc pourquoi sur le site de l'ATP on retrouve leur affrontement au même titre qu'un US Open, au même titre qu'un Master 1000 de Miami ou d'Indian Wells? Pour moi c'est pas normal. La Laver Cup, en plus d'être une exhibition, est un tournoi qui nous propose un super tie-break en guise de troisième set, donc qui est sur un format qui n'existe pas le reste de l'année pour des joueurs de simple. Donc ça, évidemment que ça pose question, c'est pas normal, mais on peut se demander, ça remonte à plus loin. On regarde ici, c'est Julien Bouter qui avait donné cette interview en 2019. Ce qui m'a le plus agacé finalement, c'est que l'ATP lui donne encore plus de légitimité. On en a parlé au conseil de l'ATP des directeurs de tournoi et 90% étaient de mon avis. Julien Bouter, c'est le directeur du tournoi de Metz. Et le tournoi de Metz, il a disparu puisque il était sur la même semaine que la Laver Cup. La Laver Cup, les 3 jours de compétition étaient sur les 3 derniers jours de compétition du 250 de Metz. Donc en fait sur les quarts, demi et la finale. Autant vous dire qu'il n'y a plus aucun joueur qui voulait y aller. Et forcément en termes de prize money, la compétition de Roger Federer a écrasé l'ATP 250 de Metz. Parce que oui, il est forcément question de parler de Roger Federer dans l'équation. C'est une très bonne initiative de sa part, mais peut-être que d'instaurer ça au moment de tournoi ATP, c'est vraiment pas une bonne chose. Ça coule un tournoi ATP 250, en l'occurrence celui de Metz, mais en même temps, ça offre une concurrence un peu déloyale sur le reste du circuit en proposant des sommes astronomiques. Parce que si on compare aujourd'hui avec l'ATP 500 de Tokyo qui va commencer cette semaine, j'ai pris exprès le tournoi qui commence cette semaine, c'est un ATP 500, on se rend compte qu'aujourd'hui, le gagnant, il va gagner 340 000 $. Donc en fait, pour gagner un ATP 500, ce qui est quand même très relevé aujourd'hui les ATP 500, tu gagnes 340 000 $. Si on compare avec la Laver Cup, aujourd'hui, l'équipe gagnante, chaque joueur repart avec 250 000 $ pour jouer entre 1 et 4 matchs. Parce que oui, Carlos Alcaraz joue 4 matchs dans son week-end, mais par exemple, un Cerundolo, lui, a joué qu'un seul match, ou même des joueurs dans la Team Europe ont pu jouer qu'un seul match. L'équipe gagnante donc remporte 250 000 $ par joueur, alors que l'équipe perdante repart avec 125 000 $, de quoi être bien consolé quand même. Et on voit bien que le montant total du prix du tournoi est de 2,25 millions de $, alors que si on repart au Japon, on est à moins de 2 millions de $. Donc pour une exhibition, pour un tournoi non officiel qui dure seulement 3 jours, on a un meilleur prize money, on a une meilleure enveloppe que sur un ATP 500 au Japon où il y a des points à gagner, où il y a quand même quelque chose en plus à gagner aussi pour l'estime, pour le palmarès. Bref, tout ça c'est des questions qu'il faut évidemment se poser, sauf que si on regarde, la Laver Cup et l'ATP annoncent une prolongation de 5 ans de leur partenariat. Donc en fait, ça y est, la Laver Cup c'est ancré depuis 2017, ça fait quand même maintenant quelques années. On a des souvenirs inoubliables, évidemment en prime la retraite de Roger Federer, qui est quand même l'image symbolique de cette compétition. Et en fait, année après année, ils arrivent quand même à se renouveler. Cette année, on avait l'édition avec Carlos Alcaraz, qui était vraiment, c'était l'idole, c'était vraiment le héros de cette compétition. Très clairement, on peut même se demander, si on est un peu suspect, est-ce que ce scénario, il n'est pas un petit peu inventé pour que le dernier match, ce soit Carlos Alcaraz qui donne la victoire à Team Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que au final, en fait, l'année dernière, on a eu une Laver Cup très fade, avec aucun suspense. Donc il fallait aussi redorer l'image de cette compétition. Et quoi de mieux que d'avoir un maximum d'images de Carlos Alcaraz, et surtout sur un match décisif. On sait que ça offre une petite dramaturgie encore plus importante. Donc voilà, ça pose question, mine de rien, de voir la Laver Cup qui offre
et l'ATP qui annonce une prolongation ensemble comme si c'était une seule entité, c'est assez bizarre. Maintenant, il y a deux avis aussi si on parle de Roger Federer. Il y a le fait que ce soit l'icône absolue du tennis, meilleur joueur ou pas, ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est lui l'icône du tennis, c'est lui le visage qui a marqué ce sport et qui continue de le marquer. Et là, on voit bien que sur un week-end comme ça, c'est vrai qu'il est très présent. C'est lui la superstar, malgré tous les joueurs qui sont présents, malgré Carlos Alcaraz, qui pour moi, aujourd'hui est le joueur le plus clivant du circuit. Quand il y a Roger Federer, on regarde Roger Federer. Quand Roger Federer arrive dans une pièce, c'est lui la superstar. Et on le voit bien, Carlos Alcaraz, et c'est normal, star montante, star actuelle, quand il voit Roger, il a des yeux d'enfant, comme tout le monde. Donc à un moment, cette compétition, il faut qu'elle arrive à vivre sans Roger Federer pour essayer de gagner un petit peu en crédibilité. Aujourd'hui, on a l'impression que si Roger Federer n'est pas là, cette compétition, elle a un peu moins de sens. Donc c'est un petit peu moi ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un petit peu une dépendance Federer, alors que la compétition, elle pourrait être quand même très sympa sans sa présence. Il pourrait être là évidemment, c'est lui qui l'a créé, mais il ne faut pas que la Laver Cup, ce soit absolument Roger Federer. Et puis après, dernier point, avant de parler un petit peu des résultats purement tennistiques de cette Laver Cup, mine de rien, quand on compare avec la Ryder Cup, parce qu'il s'est inspiré de la Ryder Cup au golf, la Ryder Cup, les joueurs ne gagnent pas d'argent pour venir jouer la compétition. Et ça pose forcément question parce que quelle est la vraie motivation des joueurs aujourd'hui à la Laver Cup? Est-ce que c'est vraiment de partager un moment ensemble? Peut-être. Est-ce que c'est le fait de venir prendre un chèque pour seulement 3 jours de compétition? Peut-être aussi, peut-être un mélange des deux. Mais en tout cas, c'est une compétition quand même qui mérite du crédit parce que aujourd'hui, ils ont réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais eu au tennis, qui fait du bien, c'est une très bonne publicité, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir ces sommes astronomiques pour faire 1, 2, 3, allez 4 matchs maximum? Vraiment, parce que si tu t'inspires du modèle de la Ryder Cup, tu peux aussi t'inspirer jusqu'au bout sur le plan financier, mettre énormément d'argent autour, dans les sponsors, etc. Mais les joueurs, ils peuvent aussi venir passer 3 jours, faire la compétition par équipe. Bref, tout ça c'est un peu utopique parce qu'on sait très bien que c'est des énormes sommes et quand il y a des énormes sommes, les gens viennent. Quand il n'y a pas les énormes sommes, évidemment, ça vient pas forcément. Mais en tout cas, on peut se poser des questions parce qu'au golf, il y a quand même des prize money énormes aussi et pourtant, ça existe. Donc pourquoi pas au tennis? On revient maintenant sur la compétition en elle-même qui nous a forcément occupé le week-end et on va pas se mentir, dans cette tournée asiatique, les premiers 250, c'est pas les plus fous à regarder. Là, on va avoir les ATP 500 qui vont arriver. Ça offre quand même quelque chose, une dynamique aussi au tennis qui nous offre des bonnes images, des bons matchs. On a aussi, on va pas se mentir, les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. C'est assez clivant. On a un Carlos Alcaraz qui a répondu présent. On a de l'autre côté, on a un Tiafoe qui a fait une excellente compétition et qui a surfé sur sa dynamique. On a Tsitsipas qu'on n'avait pas vu aussi à ce niveau-là depuis très longtemps. Donc ça, c'est un petit peu les choses à noter. Après voilà, c'était la dernière année de Borg sur le banc et la dernière année de McEnroe. L'année prochaine, on aura André Agassi sur le banc de la Team World et on aura un Français, on aura Yannick Noah sur le banc de la Team Europe. Donc c'est les petits changements et puis après on verra au fur et à mesure des mois les joueurs qui vont être présents. C'est quand même mon avis personnel, une compétition qui mérite d'être dans le calendrier, peut-être à revoir certaines conditions, peut-être à revoir aussi le placement. Pour moi, fin septembre, c'est pas le bon moment forcément, mais en tout cas, ça offre des très belles images, ça offre des très bons moments et surtout, ça offre quelque chose de différent. Et ça, on en a besoin au tennis. Bref, pour finir, un petit point sur la suite du calendrier. Là, on va avoir 2 ATP 500 en même temps à Tokyo et en Chine à Pékin. Donc franchement, c'est incroyable, vraiment c'est aujourd'hui je pense les meilleurs tournois, les ATP 500. On a des tableaux très compacts avec tous les meilleurs joueurs du monde et là on en a 2 en même temps, donc c'est royal, vraiment. Ensuite on termine la tournée asiatique avec le Masters de Shanghai qui lui sera sur 2 jours alors que les ATP 500 c'est sur 1 semaine et ça c'est vraiment magnifique. Et ensuite on se dirigera tout doucement vers la tournée du Ring d'Or avec des ATP 250, encore une fois des 500
et le Master 1000 de Bercy qui lui aussi est sur une semaine. Donc là, on va bien manger. Là, on va bien manger parce que la tournée dure indoor avec ATP 500 sur une semaine. Il y en a deux la même semaine, mais sur 7 jours. Et ensuite, le Master 1000 de Bercy sur une semaine aussi. Ça va être une période incroyable. Donc, on sera là pour en parler. En attendant, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Mets un commentaire aussi si tu as une question ou si tu partages un point en commun avec moi ou peut-être que tu n'es pas d'accord. Je serai là pour y répondre. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite.